Donc un autre personnage, un personnage essentiel aussi à ton histoire, c'est la forêt, quoi. Oui, c'est un personnage. Donc pour faire la forêt, donc tu as dû quand même. Est-ce que quelle recherche as-tu fait? Parce que donc la forêt, il y a les arbres, il y a tout ce qui est végétal, mais il y a tout ce qui est animal. Alors là, moi je vais te demander quelle difficulté ou quel plaisir as-tu eu à dessiner, à créer ce monde et à inventer cette forêt, ou la recréer? Alors le plaisir total déjà, parce que moi j'avais vraiment envie de faire dessiner de la nature en général. Pour commencer, j'ai pris des bouquins pour enfants. C'est toujours ça que quand j'attaque un sujet, je prends toujours les bouquins pour enfants, parce que c'est souvent ceux qui sont expliqués de la manière la plus simple. Et ensuite je vais vers des bouquins un peu plus complexes sur la faune, la flore. Et ce que j'ai fait, c'est pendant 2-3 semaines, chaque jour, je recopiais au moins une image de chaque page, que ce soit végétal ou animal, des bouquins que je lisais en fait. J'enchaînais les croquis pour essayer de comprendre la forme des plantes, l'anatomie de certains animaux, parce que c'est vraiment pas les animaux de chez nous, c'est pas les plantes de chez nous non plus. Et donc j'ai vraiment fait une recherche de fond, de documentation sur la faune et la flore. Ensuite, je suis passée à une autre recherche qui était celle des effets de la radioactivité, donc les mutations végétales et animales, et humaines aussi. C'était pas très sympa ce côté-là, mais il fallait pour que je puisse me l'approprier et le rendre moins monstrueux, j'espère, que ce que ça donne, ce que ça pourrait donner en vrai en fait. J'avais pas du tout envie que les mutations, que les mutations donc, sur les animaux, sur les hommes, les rendre monstrueux. J'avais envie que ce soit juste, comme je disais tout à l'heure par rapport à la nature, quelque chose qui fait partie de leur quotidien, de leur physique, et avec lequel ils sont obligés de vivre s'ils y survivent en fait. Et j'avais pas du tout envie de sombrer dans le monstrueux, quoi. D'accord. Donc là, on voit comment tu as une recherche que tu as faite, toi, à partir. Tu peux nous commander cette séquence là? Alors, donc ça c'était juste pour montrer un peu comment je travaille. Moi, donc, je travaille au crayon. Et ensuite, je passe donc, crayon sur papier, et puis je scanne et je fais mes couleurs à l'ordinateur. Et donc là, c'était juste on voit l'évolution de la couleur à part, pour montrer aussi que la couleur a vraiment beaucoup d'importance, parce que coloriste, c'est aussi un métier en soi, et on le découvre quand on doit faire ses couleurs tout seul. Mais c'est ce qui m'a demandé le plus d'efforts, et c'était vraiment le plus difficile pour moi, la couleur, parce que c'est quelque chose d'extrêmement abstrait en fait. Et c'est pour ça que j'étais contente d'avoir 124 planches, c'est parce qu'avec 46, je m'en serais pas sortie, j'aurais pas aimé ce que je sortais. Là, il m'a fallu au moins 40 planches avant de me dire ça commence à ressembler à quelque chose qui me plaît. Et donc la couleur, c'était vraiment le plus dur, mais au final, je suis vraiment très contente de l'avoir fait parce que j'ai appris énormément de choses, et c'est une partie importante de la couleur. Ça joue beaucoup dans un album bande dessinée en général, quoi. Surtout dans ce thème-là. Mais quand on regarde ton dessin noir et blanc, là, je sais pas, moi je me pose la question combien de temps tu mets à faire ça, parce que une case noir et blanc comme ça. Ouais, c'est fourni de détails, c'est. Ouais, je sais pas parce que moi je fonctionne par planche. Oui. Disons, voilà, si on prend une planche, là c'est pour montrer aussi le crayonné. Crayonné. Voilà, en fait, je fais un crayonné léger et je repasse au-dessus avec un crayon un peu plus gras pour à la place du traditionnel ancrage en bande dessinée. Ouais. Voilà, et donc pour une planche, je mets plus ou moins 2 jours pour atteindre le final en noir et blanc, et ensuite 2 jours supplémentaires pour la couleur, donc 4 jours par planche. Ah d'accord, c'est quand même très long, hein. C'est un travail qui est très long. Ouais, c'est un travail qui est long. Ouais. Oui, c'est vraiment très long, et encore là c'est sur des planches petit format, donc c'est pas un album classique. Donc oui, c'est long, mais voilà, c'est ça qu'il faut. Ça t'a pris combien de temps de faire l'album finalement? 1 an et 8 mois. 1 an et 8 mois quand même. 124 planches. Et encore, je crois que j'avance vite. Et t'avances vite. Voilà, donc un peu moins de 2 ans. Mais bon, voilà, il faut ce qu'il faut. Après, les gens le lisent en je crois, une demi-heure, 45 minutes, quelque chose comme ça, mais voilà, j'espère qu'ils apprécient le moment. Non, mais c'est des albums qu'on lit et qu'on relit, ouais. Donc là, j'ai pris cette séquence à t'amener, ces recherches d'insectes, oui. D'insectes, mais ça, c'est des insectes un peu mutants quand même. Hein. Alors, ça dépend lesquels. Il y en a qui existent réellement. Oui, réellement. Oui, en fait, ce sont des membres acides, ce sont des petits insectes qui ont la taille d'un grain de riz. J'ai eu l'occasion d'en voir à microscope, c'est vraiment magnifique. Mais donc, ça a la taille d'un grain de riz, et c'est des insectes qui ont des sortes de casques. À la base, on ne savait pas trop à quoi servaient ces casques, et en fait, comme ils sont creux, on pense que ça sert à diffuser le son de manière plus forte pour leurs congénères. Donc voilà. Ah d'accord. Voilà. Donc, je les trouve géniaux, alors j'en ai dessiné. Non, mais c'est pas des trucs que tu as inventés, ça. Hein. Alors, lesquels
Les deux à gauche existent réellement. Celui, oui, les trois à gauche existent réellement, en tout cas. Ouais. Et celui en haut à droite aussi, je pense. Le fluo, non. Le fluo, c'était pour la dernière ligne droite. En fait, c'était des petits insectes que je publiais sur mon site au fur et à mesure que j'avançais dans l'album. Donc à chaque fois, c'était mon petit plaisir. À chaque fois que je finissais une vingtaine de planches, j'en mettais un nouveau pour me dire « Ah, j'ai passé un cap, c'est chouette ». Et donc le fluo, c'est pour les 3 derniers mois de bouclage d'album où je devais faire que de la couleur, donc que de l'ordinateur, et donc j'avais les yeux un peu explosés et j'avais besoin d'un bon coup de boost, alors j'ai fait un membracide fluo, voilà. D'accord. Donc, non, mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que finalement, si on n'est pas spécialiste, on ne reconnaît pas ceux qui sont réels de ceux qui ne le sont pas. Finalement. Non, et c'est pareil, en fait, dans l'album de Canopée, la majorité des animaux qui y sont existent, c'est juste que j'ai fait des petites évolutions, mais c'est quand même vraiment proche de ce qui existe. J'ai un moment, je décris la parade nuptiale d'un oiseau. Attends, je dis pas. On va y revenir après. Voilà, mais il faut se dire que ça existe et que j'ai quasiment rien inventé. Donc, on va en parler alors. Non, alors moi là, c'est une des séquences que je préfère dans l'album, que je trouve génial, c'est... Alors, il y a Canopée et Jean qui sont à un moment... en forêt, oui. Ils sont à forêt, et puis voilà, par une nuptiale d'un oiseau qui est en train de préparer. Il nettoie sa branche avec un caillou. Il nettoie sa branche avec un caillou, oui. Et puis il discute, et puis on voit l'oiseau, je te décris la parade nuptiale, puis il y a Jean qui dit « Qu'est-ce qu'il est con, cet oiseau !» Tu lui dis à peu près ça. Oui. Et alors, ce qui est beaucoup plus rigolo, c'est qu'après, on va voir la scène de séduction de Jean. Voilà, c'est chacun son tour. On va la voir, la scène de séduction, et le parallèle entre les deux est absolument extraordinaire. Quoi. Mais voilà, et moi ça me met pas de pouvoir. En fait, dans la réalité, on peut puiser tellement de choses qui existent, qui sont déjà fantastiques, parce que là, c'est que donc cet oiseau, c'est un paradisier, et il y en a plein des paradisiers qui ont des parades nuptiales totalement différentes des uns des autres, et c'est merveilleux. En fait, on comprend après quand on voit certaines tribus de Papouasie qui utilisent les plumes de ces oiseaux pour leur propre parade nuptiale par rapport entre hommes, quoi. Enfin, entre hommes et femmes. Et on voit que l'impact de la nature sur l'homme, l'homme s'inspire toujours de la nature pour lui-même, pour sa séduction à lui, et des choses comme ça. Bon, c'est un peu réducteur, on en est au parfum, aux voitures et aux grosses montres, mais voilà, à la base, il y a certaines tribus qui utilisent juste les plumes de ces oiseaux, quoi, et ça représente un potentiel de séduction énorme. Voilà. Ouais, il y a aussi 2 animaux assez extraordinaires dans l'espace. À un moment, Canopée chasse un puma. Il y a un puma, oui. Ouais, un puma qui a un problème musculaire, oui. Oui, qui est vraiment très costaud. Et elle va être aidée par un autre animal, un genre de bison, non ? C'est ça, un bison d'Amérique. Oui, qui est dans la forêt amazonienne, et on ne sait pas pourquoi. Mais il existe vraiment en forêt amazonienne dans Non, il n'y a pas de bison en forêt amazonienne. Non, c'est moi qui ai pris une liberté. Je voulais intégrer un animal qui fasse bizarre en forêt amazonienne, donc ça a fonctionné, on se pose quand même la question. Mais qui, par la force des choses, par l'avancée des villes, en fait, aurait migré et serait venu dans le seul environnement qui ressemble plus à son environnement. Mais on trouve ça, d'accord, je comprends. Ouais. Donc ce fait que le rétrécissement de la forêt, fait que les animaux se regroupent. On trouve ça aussi, dans les forêts indonésiennes où il y a beaucoup de copra, où ils déforestent énormément et l'espace qui reste pour les animaux, indigènes, les animaux du coin, et se resserre énormément. Mais même en ville, moi je suis de Bruxelles et je vois par exemple dans les parcs, il y a une arrivée massive de perruches vertes qui font des oiseaux assez exotiques quand même. Et voilà, ils chassent les pigeons, quoi. Et donc il y a un problème, c'est pas un problème, mais on voit que même dans les villes, les espaces où il y a encore de la nature, les espaces verts, sont pris d'assaut par certaines espèces animales qui ne devraient pas être là normalement, en fait. Et qui, à force d'import, d'élevage à distance, se répandent, colonisent, un nouvel espace. Donc c'est une réalité déjà aujourd'hui dans les villes même. Dans ce que tu décris, finalement, on pourrait retrouver dans des espaces comme ça, très confinés, des sanctuaires qui deviennent des refuges pour des espèces qui n'auraient peut-être pas y être. Alors après, est-ce que ces espèces vont y survivre? Parce que c'est une chose, en tout cas, elles s'y réfugient, mais est-ce qu'elles vont y survivre? C'est une autre question. C'est vrai que c'est pas adapté normalement à eux. Ouais. Mais bon. Donc tu abordes aussi dans cette histoire le thème écologie est quand même très, très présent aussi. Et tu décris dedans, il y a d'autres acteurs quand même qui viennent dedans. C'est une tribu qui vit dans cette forêt amazonienne, mais une tribu qu'on appelle les écomartyrs. Tu peux nous expliquer un peu ce qu'elle est? Alors donc c'est la civilisation extérieure qui les appelle les écomartyrs. C'est un groupe
d'écologistes extrémistes qui, lors de la catastrophe de la centrale nucléaire que j'ai inventée, donc en 2018, on dit bientôt, a décidé, pour protester contre la civilisation, de rentrer en forêt et d'y vivre, quitte à y mourir à cause des radiations en fait. Et donc ce groupe a survécu à travers les générations et a créé une sorte de tribu qui n'est pas originaire de la forêt, qui à la base sont aussi des citadins, mais qui ont, après 100 ans, donc après 2 générations, ont créé une sorte de nouvelle tribu qui est très respectueuse de son environnement, mais qui a quand même des idées assez extrémistes vis-à-vis des gens de l'extérieur. Donc c'est un peu un danger pour Jean, par exemple. Oui, c'est un danger même pour Canopée, qui lui mettent bien ses limites. Au moment où on voit une scène, ils mettent ses limites. Donc ce sont des gens qui vivent une forme d'autarcie pour respecter leur principe de vie, quoi. C'est ça, voilà. Donc,